Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième journée de véritable téléenseignement. J'accepte un petit peu le bac blanc qui n'est pas vraiment une mise en relation de vous et moi. Nous allons aujourd'hui travailler dans un premier temps sur l'acte 3, scène 6, c'est-à-dire la galerie de portraits, ce moment où Don Ruy Gomez va cacher Hernani derrière un des portraits qu'il a chez lui. Alors, première chose, je vais vous proposer une lecture de la scène. Deuxième temps, une analyse de la scène qui sera assez rapide. Et puis, troisième temps, évidemment, un sujet possible à réaliser. Je vous redis ça après. La scène est relativement longue et je vous propose plutôt que de la lire, de vous donner avec la diapositive suivante un extrait d'un livre audio qui propose une très très belle lecture de cette scène. Vous verrez que je n'ai pas découpé exactement la scène 6, j'ai gardé les deux didascalies et quelques répliques de la scène 5 parce que je vais revenir après dans l'explication. La lecture est un petit peu longue, elle fait 15 minutes. Je vous invite quand même à l'écouter parce que ça donne vraiment une autre dimension au texte de théâtre quand il est mis en voix. Ouvrez au roi. Le page s'incline et sort. Donia Sol. Il est perdu. Ruy Gomez va à l'un des tableaux qui est son propre portrait et le dernier à gauche. Il presse un ressort. Le portrait s'ouvre comme une porte et laisse voir une cachette pratiquée dans le mur. Il se retourne vers Hernani. Don Ruy Gomez. Monsieur, venez ici. Hernani. Ma tête est à toi. Livre-la, Seigneur. Je la tiens prête. Je suis ton prisonnier. Il entre dans la cachette. Don Ruy presse de nouveau le ressort, tout se referme, et le portrait revient à sa place. Donia Sol au duc. Seigneur, pitié pour lui. Le page entrant. Son Altesse, le roi. Donia Sol baisse précipitamment son voile, la porte s'ouvre à deux battants, entre Don Carlos, en habit de guerre, suivi d'une foule de gentilshommes également armés, de pertusaniers, d'arquebusiers, d'arbalétriers. Scène 6. Don Ruy Gomez, Donia Sol, voilée, Don Carlos, suite. Don Carlos s'avance à pas lents, la main gauche sur le pommeau de son épée, la droite dans sa poitrine, et fixe sur le vieux duc un œil de défiance et de colère. Le duc va au-devant du roi et le salue profondément. Silence. Attente et terreur alentour. Enfin, le roi, arrivé en face du duc, lève brusquement la tête. Don Carlos. D'où vient donc aujourd'hui, mon cousin, que ta porte est si bien verrouillée? Par les saints, je croyais ta dague plus rouillée. Et je ne savais pas qu'elle eût hâte à ce point, quand nous te venons voir, de reluire à ton poing. Don Ruy Gomez veut parler. Le roi poursuit avec un geste impérieux. C'est s'y prendre un peu tard pour faire le jeune homme. Avons-nous des turbans? Serait-ce qu'on me nomme Boabdil ou Mahom et non Carlos? Réponds, pour nous baisser la herse et nous lever le pont. Don Ruy Gomez s'inclinant. Seigneur. Don Carlos à ses gentilshommes. Prenez les clés, saisissez-vous des portes. Deux officiers sortent, plusieurs autres rangent les soldats en triple haie dans la salle du roi à la grande porte. Don Carlos se retourne vers le duc. Ah, vous réveillez donc les rébellions mortes? Pardieu, si vous prenez de ces airs avec moi, messieurs les ducs, le roi prendra des airs de roi. Et j'irai par les monts, de mes mains aguerries, dans leurs nids crénelés, tuer les seigneuries. Don Ruy Gomez se redressant. Altesse, les Silva sont loyaux. Don Carlos interrompant. Sans détour, réponds, duc, ou je fais raser tes 11 tours. De l'incendie éteint, il reste une étincelle. Des bandits morts, il reste un chef. Qui le recèle? C'est toi, ce Hernani, rebelle empoisonneur, ici dans ton château tu le caches. Don Ruy Gomez. Seigneur, c'est vrai. Don Carlos. Fort bien, je veux sa tête, ou bien la tienne. Entends-tu, mon cousin? Don Ruy Gomez, s'inclinant. Mais qu'à cela ne tienne, vous serez satisfait. Donia Sol cache sa tête dans ses mains et tombe sur le fauteuil. Don Carlos radoucit. Ah, tu t'amendes. Va chercher mon prisonnier. Le duc croise les bras, baisse la tête et reste quelques moments rêveur. Le roi et Donia Sol l'observent en silence
et agité d'émotions contraires. Enfin, le duc relève son front, va au roi, lui prend la main et le mène à pas lents devant le plus ancien des portraits, celui qui commence la galerie à droite du spectateur. Don Ruy Gomez, montrant au roi le vieux portrait. Celui-ci est des Silva c'est l'aîné. C'est l'aïeul, l'ancêtre, le grand homme, Don Silvius, qui fut 3 fois consul de Rome. Passant au portrait suivant. Voici Don Galceran de Silva, l'autre Cid. On lui garde à Toro, près de Valladolid, une chasse dorée, où brûlent 1000 cierges. Il a franchi Léon, du tribut des 100 vierges. Passant à un autre. Don Blas, qui, de lui-même et dans sa bonne foi, s'exila pour avoir mal conseillé le roi. À un autre. Cristoval. Au combat d'Escalona, Don Sanche. Le roi fuyait à pied, et sur sa plume blanche, tous les coups s'acharnaient. Il cria « Cristoval !» Cristoval prit la plume et donna son cheval. À un autre. Don Jorge, qui paya la rançon de Ramire, roi d'Aragon. Don Carlos croisant les bras et le regardant de la tête aux pieds. Pardieu, Don Ruy, je vous admire. Continuez. Don Ruy Gomez passant à un autre. Voici Ruy Gomez de Silva, grand maître de Saint-Jacques et de Calatrava. Son armure géante irait mal à nos tailles. Il prit 300 drapeaux, gagna 30 batailles, conquit au roi Motril Antequera, Suez, Mira et mourut pauvre. Altesse, salut. Il s'incline, se découvre et passe à un autre. Le roi l'écoute avec une impatience et une colère toujours croissantes. Près de lui, Hill, son fils, cher aux âmes loyales. Sa main, pour un serment, valait les mains royales. À un autre. Don Gaspar, de Mendoza et de Silva l'honneur. Toute noble maison tient à Silva, seigneur. Sandoval, à son tour, nous craint ou nous épouse. Manrique, qui nous envie, et Lara nous jalouse. À Lancastre nous hait, nous touchons à la fois du pied à tous les ducs, du front à tous les rois. Don Carlos. Vous raillez-vous? Don Ruy Gomez allant à d'autres portraits. Voilà Don Vasquez, dit le sage. Don Jaime, dit le fort. Un jour, sur son passage, il arrêta Zamet, et sans mort, tout seul. J'en passe, et des meilleurs. Sur un geste de colère du roi, il passe un grand nombre de tableaux et vient tout de suite aux 3 derniers portraits à gauche du spectateur. Voici mon noble aïeul. Il vécut 60 ans, gardant la foi jurée, même aux Juifs. À l'avant-dernier. Ce vieillard, cette tête sacrée, c'est mon père. Il fut grand, quoiqu'il vînt le dernier. Les Maures de Grenade avaient fait prisonnier le comte Alvar Giron, son ami. Mais mon père prit pour l'aller chercher 600 hommes de guerre. Il fit tailler en pierre un comte Alvar Giron, qu'à sa suite il traîna, jurant par son patron de ne point reculer, que le comte de Pierre ne tourna front lui-même et n'allât en arrière. Il combattit. Puis vint au comte et le sauva. Don Carlos. Mon prisonnier. Don Ruy Carlos. C'était un Gomez de Silva. Voilà donc ce qu'on dit quand dans cette demeure on voit tous ces héros. Don Carlos. Mon prisonnier, sur l'heure. Don Ruy Gomez. Il s'incline profondément devant le roi, lui prend la main et le mène devant le dernier portrait, celui qui sert de porte à la cachette où il a fait entrer Hernani. Donia Sol le suit des yeux avec anxiété. Attente et silence dans l'assistance. Ce portrait, c'est le mien. Roi Don Carlos, merci. Car vous voulez qu'on dise, en le voyant ici, ce dernier, digne fils d'une race si haute, fut un traître et vendit la tête de son hôte. Joie de Donia Sol. Mouvement de stupeur dans les assistants. Le roi, déconcerté, s'éloigne avec colère, puis reste quelques instants silencieux, les lèvres tremblantes et l'œil enflammé. Don Carlos. Duc, ton château me gêne, et je le mettrai bas. Don Ruy Gomez. Car vous me la paierez, Altesse, n'est-ce pas? Don Carlos. Duc, j'en ferai raser les tours pour tant d'audace, et je ferai semer du chanvre sur la place. Don Ruy Gomez. Mieux voir croître du chanvre où ma tour s'éleva qu'une tache ronger le vieux nom de Silva. Au portrait. N'est-il pas vrai, vous tous? Don Carlos. Duc, cette tête est nôtre, et tu m'avais promis. Don Ruy Gomez. J'ai promis l'une ou l'autre. Au portrait. N'est-il pas vrai, vous tous? Montrant sa tête.
Je donne celle-ci au roi. Prenez-la. Don Carlos. Duc, fort bien, mais j'y perds. Grand merci. La tête qu'il me faut est jeune. Il faut que, morte, on la prenne aux cheveux. La tienne, que m'importe. Le bourreau la prendrait par les cheveux en vain. Tu n'en as pas assez pour lui remplir la main. Don Ruy Gomez. Altesse, pas d'affront. Ma tête encore est belle, et vaut bien que je croie la tête d'un rebelle. La tête d'un Silva. Vous êtes dégoûté. Don Carlos. Livre-nous, Hernani. Don Ruy Gomez. Seigneur, en vérité, j'ai dit. Don Carlos à sa suite. Fouillez partout, et qu'il ne soit point d'aile, de cave ni de tour. Don Ruy Gomez. Mon donjon est fidèle, comme moi. Seul il sait le secret, avec moi. Nous le garderons bien tous les deux. Don Carlos. Je suis le roi. Don Ruy Gomez. Or que de mon château démoli pierre à pierre, on ne fasse ma tombe, on n'aura rien. Don Carlos. Prière, menace, tout est vain. Livre-moi le bandit, duc, ou tête et château, j'abattrai tout. Don Ruy Gomez. J'ai dit. Don Carlos. Eh bien donc, au lieu d'une, alors j'aurai 2 têtes. Au duc d'Alcala. Jorge, arrêtez le duc. Donia Sol, arrachant son voile et se jetant entre le roi, le duc et les gardes. Roi Don Carlos, vous êtes un mauvais roi. Don Carlos. Grand Dieu, que vois-je? Donia Sol. Donia Sol. Altesse, tu n'as pas le cœur d'un Espagnol. Don Carlos troublé. Madame, pour le roi, vous êtes bien sévère. Il s'approche de Donia Sol. Pas. C'est vous qui m'avez mis au cœur cette colère. Un homme devient ange ou monstre en vous touchant. Ah, quand on est haï, que vite on est méchant. Si vous aviez voulu, peut-être, ô jeune fille, j'étais grand, j'eusse été le lion de Castille. Vous m'en faites le tigre avec votre courroux. Le voilà qui rugit, madame. Taisez-vous. Donia Sol lui jette un regard, il s'incline. Pourtant, j'obéirai. Se tournant vers le duc. Mon cousin, je t'estime. Ton scrupule, après tout, peut sembler légitime. Sois fidèle à ton hôte, infidèle à ton roi. C'est bien. Je te fais grâce, et suis meilleur que toi. J'emmène seulement ta nièce comme otage. Don Ruy Gomez. Seulement? Donia Sol interdite. Moi, seigneur? Don Carlos. Oui, vous. Don Ruy Gomez. Pas davantage. Oh, la grande clémence. Oh, généreux vainqueur qui menace la tête et torture le cœur. Belle grâce. Don Carlos. Choisis. Donia Sol ou le traître. Il me faut l'un des deux. Don Ruy Gomez. Oh, vous êtes le maître. Don Carlos s'approche de Donia Sol pour l'emmener. Elle se réfugie vers Don Ruy Gomez. Donia Sol. Sauvez-moi, monseigneur. Elle s'arrête, à part. Malheureuse, il le faut. La tête de mon oncle, ou l'autre, moi plutôt. Au roi. Je vous suis. Don Carlos à part. Par les saints, l'idée est triomphante. Il faudra bien enfin s'adoucir, mon infante. Donia Sol va d'un pas grave et assuré au coffret qui renferme les grains, l'ouvre et y prend le poignard qu'elle cache dans son sein. Don Carlos vient à elle et lui présente la main. Don Carlos à Donia Sol. Qu'en portez-vous là? Donia Sol. Rien. Don Carlos. Un joyeux précieux? Donia Sol. Oui. Don Carlos souriant. Voyons. Donia Sol. Vous verrez. Elle lui donne la main et se dispose à le suivre. Don Ruy Gomez, qui est resté immobile et profondément absorbé dans sa pensée, se retourne et fait quelques pas en criant. Don Ruy Gomez. Donia Sol, terre et cieux, Donia Sol, puisque l'homme ici n'a point d'entrailles, à mon aide, croulez, armure et muraille. Il court au roi. Laisse-moi mon enfant, je n'ai qu'elle, ô mon roi. Don Carlos lâchant la main de Donia Sol. Alors, mon prisonnier. Le duc baisse la tête et semble en proie à une horrible hésitation. Puis il se relève et regarde les portraits en joignant les mains vers eux. Don Ruy Gomez. Ayez pitié de moi, vous tous. Il fait un pas vers la cachette. Donia Sol le suit des yeux avec anxiété. Il se retourne vers les portraits. Oh, voilez-vous, votre regard m'arrête. Il s'avance en chancelant jusqu'à son portrait, puis se retourne encore vers le roi. Tu le veux? Don Carlos. Oui.
Le duc lève en tremblant la main vers le ressort. Donia Sol. Dieu. Don Ruy Gomez. Non. Il se jette aux genoux du roi. Par pitié, prends ma tête. Don Carlos. Ta nièce. Don Ruy Gomez, se relevant. Prends-la donc, et laisse-moi l'honneur. Don Carlos, saisissant la main de Donia Sol tremblante. Adieu, duc. Don Ruy Gomez. Au revoir. Il suit de l'œil le roi qui se retire lentement avec Donia Sol, puis il met la main sur son poignard. Dieu vous garde, Seigneur. Il revient sur le devant du théâtre, haletant, immobile, sans plus rien voir ni entendre, l'œil fixe, les bras croisés sur sa poitrine, qui les soulève comme par des mouvements convulsifs. Cependant, le roi sort avec Donia Sol, et toute la suite de seigneurs sort après lui, 2 à 2, gravement, et chacun à son rang. Ils se parlent à voix basse entre eux. Don Ruy Gomez apparaît. Roi, pendant que tu sors joyeux de ma demeure, ma vieille loyauté sort de mon cœur qui pleure. Il lève les yeux, les promène autour de lui, et voit qu'il est seul. Il court à la muraille, détache 2 épées d'une panoplie, les mesure toutes 2, puis les dépose sur une table. Cela fait, il va au portrait, pousse le ressort, la porte cachée se rouvre. Bon, j'espère que cette lecture vous a plu. On attaque maintenant l'étude proprement dite. Donc, je vais essayer d'être rapide et concise. Alors, tout d'abord, il s'agit d'une scène tout à fait particulière et on a un indice de cela, c'est que c'est une scène qui se trouve très exactement au milieu du livre. Ce qui veut dire que c'est la place centrale que lui accorde Victor Hugo et c'est un procédé qui est assez courant chez Victor Hugo que de soigner le cœur de ses œuvres. Alors je pense aux Contemplations par exemple qui obéit à la même structure. C'est une scène particulière aussi parce que c'est une scène qui est très attendue du public, aujourd'hui encore, parce que cette scène c'est un petit peu comme le monologue dans les pièces tragiques. C'est une pause dans l'action et que sa réception va dépendre du comédien et de la façon dont il va la jouer. Ça peut être un moment assez ennuyeux parce que vous l'avez entendu, hein, lu, elle fait 15 minutes. Si elle est mise en scène, elle fait à peu près le même temps. C'est long sur une pièce. Donc ça peut être très long ou au contraire, ça peut être un moment d'intense émotion qui ravit le spectateur. Et c'est une scène qui va être redoutée aussi des comédiens. Alors, elle va être redoutée par celui qui va jouer, évidemment, Don Ruy Gomez, parce que c'est un morceau de bravoure que d'arriver à tenir toute une salle comme ça, à bout de mots, et redoutée aussi par celle qui joue Donia Sol. Parce que celle qui joue Donia Sol, durant tout le temps où Don Ruy Gomez présente les portraits de ses ancêtres, elle est sur scène, elle est immobile et elle est silencieuse. Or, c'est évidemment extrêmement difficile à jouer que le silence et l'inaction, paradoxalement. D'ailleurs, Mademoiselle Mars, on revient toujours à elle, hein, s'en plaint auprès de Victor Hugo. Elle veut des répliques. Elle veut entrecouper le discours de Don Ruy Gomez par des répliques. Alors, Hugo va refuser. Il ne cédera pas. Par contre, il va raccourcir la scène pour que Mademoiselle Mars ne soit pas trop fâchée. Et c'est une scène, enfin, qui obéit à une esthétique du tableau. Alors, si vous vous souvenez de l'étude que nous avons faite l'année dernière du mariage de Figaro de Beaumarchais, on avait utilisé cette expression esthétique du tableau. C'est lorsque un dramaturge va favoriser des scènes presque statiques, des scènes dans lesquelles il ne se joue pas grand-chose finalement, et qui vont être plutôt des moments d'émotion esthétique, des moments d'émotion tout court d'ailleurs. Donc ici, c'est une scène qui est effectivement très immobile et une scène dans laquelle le décor va jouer un rôle aussi important, j'écris, et je dirais même presque plus important que les personnages. J'ai nommé cette diapositive une esthétique des tableaux. C'est évidemment un petit clin d'œil à l'esthétique du tableau. Je vais m'intéresser dans cette partie en particulier au décor. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est que le décor est grandiose. On peut imaginer une mise en scène tout à fait
tout à fait éclatante à partir de cette galerie de portraits, en particulier au 19e, où la mise en scène va respecter les décors, puisque vous savez que le romantisme, dans ses fondements, dans ses caractéristiques esthétiques, a cet amour euh, de la couleur exotique un petit peu. Ça, c'est pour les généralités. Mais dans cette scène en particulier, ce que l'on va remarquer, premièrement, c'est que les tableaux vont être des signes extérieurs de la haute lignée d'Henri Gomez. Ça, c'est ce que fait toujours le théâtre, c'est-à-dire que le décor permet de situer, de contextualiser les personnages. C'est pas très original. Ce n'est pas plus original que de faire du décor une métonymie du personnage, c'est-à-dire une représentation de ce qu'il est. Ici, c'est le cas. Il vit au milieu de ce passé, de ces hommes illustres du passé, de son lignage illustre, et donc il devient ces portraits, ou ces portraits sont une représentation symbolique, métonymique du personnage. Plus original, parce que finalement ça c'est pas très original non plus, plus original c'est le fait que le décor devient l'objet, le support du discours. Durant de longues minutes, un personnage va s'emparer d'éléments particuliers du décor pour en parler. Alors ça c'est très original et c'est une innovation de Victor Hugo. D'autant plus original que, en fait, il n'y a pas de description. J'ai mis aucune description physique des ancêtres et des tableaux, c'est pas tout à fait vrai, il y a quelques éléments, mais il n'y a pas finalement de quoi alimenter un discours. Le discours part des tableaux pour évoquer les vivants qu'ils ont été. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que le fait que Victor Hugo ne donne pas de description des portraits, ça permet au metteur en scène d'en faire absolument ce qu'il veut. Et je vous mentionne pour exemple, alors c'est toujours de bon ton de mentionner une mise en scène dans ces copies, et à plus forte raison si on l'a vu. Donc si vous arrivez à vous procurer cette mise en scène, je ne l'ai pas moi, je l'ai vue mais je ne l'ai pas à disposition. C'est la mise en scène d'Antoine Vitesse qu'il réalise en 1985, je crois que c'est au théâtre de Chaillot. Et il a un scénographe qui s'appelle Yanis Kokos. Et Yanis Kokos va avoir cette idée absolument saisissante. Les tableaux seront en fait d'immenses panneaux, immenses, j'exagère un petit peu, de très grands panneaux, plantés en diagonale sur la scène et qui vont tous représenter des mains, différentes mains. Donc les ancêtres deviennent des mains. Alors pourquoi je dis que cette mise en scène est saisissante? Parce que je vous renvoie au dernier mot de l'acte 3, le moment où le pacte est conclu entre Don Ruy Gomez et Hernani. Et Don Ruy Gomez va lui dire ta main, pour que Hernani lui tende la main et qu'il puisse se serrer la main et conclure ainsi le pacte. Et tout de suite après, serrant la main de Hernani, il s'adresse au tableau, on a une didascalie qui l'indique, et il dit vous êtes témoins, ou vous tous êtes témoins. Donc effectivement, il y avait une espèce de clin d'œil dans la mise en scène de Vitesse qui était intéressante, et puis la main symboliquement, c'est ce qui tient, c'est ce qui aide, mais c'est aussi ce qui retient. Bon, voilà, c'était un petit apport pour vos devoirs. Dernière chose sur le décor, c'est un décor qui est animé par une machinerie. C'est pas un procédé qu'invente Victor Hugo, et c'est même un procédé que l'on retrouve souvent dans les œuvres romantiques. Je pense à Antony de Dumas, où le personnage peut rentrer dans la chambre de la jeune femme qu'il aime en passant par une porte dérobée, un mécanisme placé dans le mur, me semble-t-il. Mais Victor Hugo va l'utiliser de façon assez originale. Et on voit pourquoi dans la diapositive suivante. D'abord, première chose, je vais vous demander de vous intéresser à deux didascalies qui sont pas dans la scène 6, mais dans la scène 5 et qui faisaient partie de l'enregistrement que je vous ai mis en début de vidéo, la lecture donc du livre audio. Alors voilà les deux didascalies. Don Ruy Gomez va à l'un des tableaux, qui est son propre portrait, et le dernier à gauche.
Il en presse un ressort, le portrait s'ouvre comme une porte et laisse voir une cachette pratiquée dans le mur. Il se tourne vers Hernani. Et un petit peu plus loin, quelques repliques plus loin, il entre dans la cachette, donc lui presse de nouveau le ressort, tout se referme et le portrait revient à sa place. Alors, ce que l'on peut en dire, qui est assez intéressant, c'est que le moment où cette machinerie est mise en place par Victor Hugo, on a une scène entièrement muette, à 2 reprises. On appelle ça la pantomime, c'est un jeu muet. Et la pantomime, elle permet de mettre en valeur le moment parce que finalement au théâtre, il y a très peu de silence. Or là, le silence met en valeur le moment et prépare aussi l'angoisse à venir du spectateur. Donc c'est la première entrée dans le processus de dramatisation qu'on a évoqué tout à l'heure. Deuxième chose, c'est le coup de maître de Victor Hugo. Et ce coup de maître, c'est le suivant. Il cache Hernani, mais il ne va pas le révéler. Alors, il est assez fréquent au théâtre, dans les comédies en particulier, de cacher quelqu'un, de cacher quelque chose, mais il est dévoilé. Or ici, il ne le sera jamais, ce qui veut dire que non seulement le spectateur va être dans l'attente, dans l'angoisse, mais en plus le spectateur habitué du théâtre, habitué des codes de la comédie, sait que Hernani va être dévoilé, ce qu'il ne sera pas. Donc Victor Hugo déjoue finalement nos attentes de spectateurs. Et ça, c'est un coup de maître parce que ça participe à la dramatisation du passage. Et enfin, et c'est sans doute là qu'il est le plus incroyable, Victor Hugo, j'entends, c'est qu'il fait de Hernani le centre de tous les regards. Quand Hernani rentre dans la cachette, tous les regards des spectateurs se tournent vers lui. Ils ne vont pas, les spectateurs, sans doute quitter des yeux, au moins au coin d'œil, cet endroit où se trouve Hernani. Et à un moment donné, ce sont les personnages sur scène qui vont eux-mêmes regarder dans la direction d'Hernani. C'est à partir du moment où Don Rigomez va lui-même chercher le roi pour l'amener devant son propre portrait. Ce portrait, c'est le mien. Donc, ce faisant, il fait de la cachette le centre de la scène. Et ça, c'est un coup de maître. Parce qu'il réussit finalement à rendre central quelque chose d'invisible. Je reviens sur le ressort. Parce que dans les 2 didascalies que j'ai lues précédemment, vous avez vu que le terme ressort revient à 2 reprises. Or, que ce soit un ressort, une poignée, un rideau, après tout, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sauf si on considère qu'il y a quelque chose à entendre. Or, le ressort, c'est un terme polysémique. Et le ressort, c'est aussi le mobile, la cause profonde d'un agissement ou d'un comportement. Hein, le ressort caché de tel comportement. Donc, ça veut dire que en utilisant, et là ce n'est pas pour le spectateur que Victor Hugo écrit, c'est pour le lecteur. Et vous voyez bien que le texte de théâtre, il a cette difficulté d'analyse qu'il est écrit à la fois pour être joué et pour être lu. Là, pour le lecteur, il est évident que Victor Hugo nous amène à nous poser la question de la symbolique de ce passage. Alors, première symbolique, on l'a déjà dit, Hernani sauvé par Don Rigomez. Don Rigomez le cache derrière un portrait, oui, mais pas n'importe quel portrait, derrière son portrait. Donc, c'est le vieillard qui fait barrage de son corps, symboliquement, pour empêcher le roi de se saisir de son ennemi. Bon, on avait déjà évoqué cette symbolique. Deuxième symbolique qu'on peut imaginer à cette scène, Hernani vivant et jeune, hein, la force qui va, derrière Don Rigomez, qui, parce qu'il est un portrait, est fixe et rigide. Donc là, on a peut-être une symbolique à entendre. Est-ce que Don Rigomez, ce serait pas simplement le double vieilli de Hernani? Est-ce que Hernani, derrière, vivant, jeune, bouillonnant, et devant Don Rigomez fixe, ce n'est pas finalement l'histoire d'une vie qui se joue là. Et donc, le personnage de Don Rigomez aurait des liens de parenté finalement,
ou de ressemblance avec Hernani. Et on l'avait vu à propos d'autres remarques que l'on avait pu faire sur la scène. Donc cette hypothèse est tout à fait possible. Et autre possible symbolique, Hernani dans sa cachette, ça vous rappelle pas le roi dans l'armoire en début de pièce? Il devient aussi ici un double de Don Carlos. Sauf que Don Carlos était ridicule et Hernani ne l'est pas. Alors, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que cette scène, elle va révéler des liens profonds entre les hommes et peut-être révéler des motivations qui dépassent le simple affrontement amoureux ou politique et qui sont en lien évidemment avec la question de l'identité. Une scène pathétique, on va aller un petit peu vite, il y a deux émotions principalement pour le spectateur ici. Il y a la terreur, est-ce que Don Ruy Gomez va livrer Hernani au roi ou non? Donc avec cette dramatisation progressive du passage. Et puis il y a la pitié quand Don Carlos traite Don Ruy Gomez de façon terrible. Et là, quand on dit terreur et pitié, tout le monde doit penser à la tragédie. Donc une scène qui emprunte aussi à la tragédie le mélange de deux émotions que sont la terreur et la pitié. Et pourquoi est-ce que j'ai mis aussi? Parce qu'elle empruntait, on a dit, cette scène longue et immobile ressemble un peu au monologue tragique. Nous n'aurions pas tout dit si nous n'avions pas aussi remarqué qu'il s'agit d'une scène comique. Alors le rire ne triomphe pas de l'angoisse, mais il n'empêche qu'il y a des instants comiques selon ce fameux principe que tout est toujours mélange de sublime, de grotesque, de comique, de tragique, de comédie et de tragédie chez Victor Hugo. La première chose, c'est évidemment le fait que Don Ruy Gomez aille montrer son portrait au roi et qu'il transforme ainsi le roi en grand-duc de la scène et donc en ridicule, c'est-à-dire en un type théâtral, un type de comédie qui existe, un type de personnage de comédie, qui préexiste au roi. Et deuxième chose, c'est un hémistiche que je vous invite à remarquer, c'est le vers 1164, où Don Ruy Gomez, s'attardant sur le portrait d'un de ses aïeux, dit qu'il a fait ceci, il a fait cela, j'en passe et des meilleurs, avant de passer au portrait suivant. Alors, en soi, dans le discours de Don Ruy Gomez, ce j'en passe et des meilleurs n'a pas de quoi faire sourire. Par contre, ça devient très drôle si on considère que ici, c'est presque un clin d'œil que Victor Hugo adresse par-dessus l'épaule de ses personnages à son spectateur, en lui rappelant que, effectivement, Don Ruy Gomez en passe et des meilleurs, parce que le meilleur dans l'histoire, c'est quand même Hernani qui est caché derrière un des portraits, et qu'il va effectivement le passer dans la mesure où il ne va pas le montrer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Victor Hugo joue sur la double énonciation du théâtre. Double énonciation, je rappelle rapidement, hein, un texte au théâtre a toujours deux énonciateurs et deux récepteurs. Quand un personnage dit bonjour, il dit bonjour à un autre personnage et au public. Et quand un personnage dit bonjour, c'est à la fois le personnage et l'auteur qui parlent. Donc il s'agit évidemment d'un clin d'œil amusé de Victor Hugo. Et ce clin d'œil amusé va provoquer l'indignation des opposants de Victor Hugo au moment de la sortie de la pièce parce que c'est trop potage, parce que les opposants de Victor Hugo, et donc d'Hernani, vont trouver que là Victor Hugo va trop loin. C'est un petit peu le metteur en scène, l'auteur, le dramaturge, qui passe la tête sur la scène pour dire là c'est drôle, hein, et ils vont trouver ça insupportable. Et évidemment, autant vous dire que les tenants de Victor Hugo vont trouver ça formidable. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez 10 minutes pour proposer un plan, seulement les 3 axes, pour une question en 8 points. Vous mettez vos réponses en commentaire sur le blog. Donc 8 minutes, 10 minutes, pas plus. Et puis après, je vous proposerai une correction dans la deuxième diapositive. Et voilà la question. Vous allez remarquer que je m'améliore de jour en jour avec cet outil. Une entrée spectaculaire de la question. Quelle place tient la scène 6 de l'acte 3 dans la pièce?
Je vous laisse tranquille. Prochaine vidéo disponible à 9h, à 10h moins quart. Et d'ici là, j'espère bien avoir vos commentaires que je corrigerai dès que faire se peut, puisque je ne suis pas toujours derrière mon ordinateur le matin. Je fais souvent maîtresse d'école.